puis ainsi de suite. Et pendant 10 minutes, on a des tenues et des ruptures. Soit je ne fais pas de silence et je fais une rupture qui amène un autre son, une rupture qui amène un autre son, etc. Après, je le fais monter, descendre si je veux. Et on fait comme ça des rubans. Ça ressemble un peu à des sculptures quand, avec ce 1% sculpture, vous savez, pour les ronds-points, les jardins, les parcs, les jardins. Il y a eu des sculptures par un sculpteur anglais, Moore, avec des formes très arrondies qui, bon, quand c'était fait, c'était très euh, fort parce qu'il y avait une vraie démarche. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de sculptures comme ça, avec des machins arrondis, de formes dites féminines. Ce qu'on disait autrefois, excusez-moi, mais c'est pas du sexisme, mais on a beaucoup entendu ce vocable, cet adjectif accolé aux formes courbes, en bronze et tout. Vous en avez certainement vu à droite, à gauche. Voilà, et ça, bon, alors c'est des jolies formes, oui, c'est joli. C'est souvent fait par des sculpteurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est féminin, parce que évidemment ça les fait fantasmer visiblement. Et c'est des formes arrondies que les gens touchent effectivement quand ils passent dans les jardins, et on voit que c'est tout lisse, ça fait briller le bronze peu à peu, parce qu'il y a quelque chose là de convenable, qui ne dérange pas, qui ne pose pas de questions, etc. Et en musique acousmatique, on peut faire ce genre de choses comme ça très facilement, finalement, des rubans sonores, de la plastique sonore. Et alors l'autre solution aussi, une fois qu'on a agencé deux, trois morceaux de plastique comme ça, qui est aussi pour enchaîner de faire des moments de crescendo, parce qu'il faut bien jouer avec les nuances. Alors on fait crescendo, et puis au bout du crescendo, ben, qu'est-ce qu'on fait? Une petite explosion ou une grosse explosion, ou un décrescendo à l'arrivée, c'est-à-dire tension, détente, qui est un grand classique de la musique instrumentale aussi, mais qu'en général on réserve aux cadences. On tend le morceau pendant 10 minutes, mais on ne va pas le détendre toutes les 3 mesures ou toutes les 4 mesures. Les musiques classiques, tonales, instrumentales qui font une cadence parfaite toutes les 4 mesures, ça fait bien longtemps qu'on ne les écoute plus. Il s'en est produit beaucoup. On en entend parfois qu'on nous ressort comme ça pour vendre à Noël un disque de musique agréable qui est passé en fond, et effectivement avec des cadences sans arrêt, parce que là encore c'est confortable, ça marche bien, quoi, ça convient. Donc tous ces aspects justement qui sont ceux des enchaînements, des articulations, on les retrouve en musique acousmatique. Et pour ceux qui en écoutent de temps en temps, vous pouvez prendre des musiques, celles qui gagnent des concours souvent d'ailleurs, mais pas obligatoirement, mais ça dépend des concours aussi. Et vous pouvez vous amuser à compter sur une musique de 10 minutes combien il y a de cadences parfaites, entre guillemets, qui sont en fait ces fameuses tensions détentes, c'est-à-dire des choses qui font et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de musiques qui se sont faites avec ce genre de modèle, parce que d'une part peut-être les sons sont trop appauvris par les transformations, mais surtout aussi qu'il n'y a peut-être pas un projet qui va justifier de faire autre chose, et peut-être parfois, enfin souvent même, tout simplement d'arrêter un truc pour passer à autre chose d'un seul coup. C'est en musique classique aussi, je me réfère souvent à la musique classique parce que c'est un peu connu, surtout dans les écoles de musique, mais chez Beethoven, chez Rameau, chez plein d'autres, ça s'arrête quand ça veut. Mais pas n'importe quand non plus, mais ça s'arrête par surprise quand même. C'est-à-dire que ça s'arrête parce que la perception n'a pas besoin d'avoir la suite tout le temps. Hein, quand quelque chose est amorcé, on n'est pas obligé de nous mener au bout du chemin tout le temps, et donc on casse les logiques et on va surprendre de ces façons-là, et du coup on invente des articulations, des enchaînements par tout moyen possible, qui sont liés à toutes sortes d'éléments de perception, et du coup tout peut devenir paramètre. C'est-à-dire que quand on compose une musique, on peut très bien considérer en fonction du projet que l'on a un élément de construction comme un paramètre. On peut très bien dire à un moment donné, bon, il y aura souvent dans le projet, bon, il y aura souvent des choses plutôt perchées vers l'aigu et plutôt perchées vers le grave, donc c'est clair que le paramètre d'opposition grave-aigu va jouer dans cette pièce-là, mais pas seulement grave-aigu, plein, moins plein, proche, loin, etc. Enfin, tout peut devenir paramètre. Et donc il y a aussi des paramètres d'ordre anecdotique, des paramètres qui peuvent être en lien avec la vitesse, avec le tempo, avec les trajectoires mélodiques, qu'on appelle les profils mélodiques, les profils rythmiques, etc.
Maintenant, je vais donner donc quelques exemples. Alors, je vais le faire ça sur une musique que j'avais passée, je crois, il y a 3 ans, là, les variations acousmatiques. Et je vais le faire sur le thème. C'est un thème qui dure 66 secondes, donc c'est court. Et c'est pour ça que ça sera facile, justement, sur une chose courte comme ça, de montrer un petit peu comment les choses, sur quels critères et sur quels aspects les sons vont s'enchaîner. Sur ce thème, c'est comme une grande phrase. Alors vous voyez beaucoup de choses superposées qui sont des sons donc qui sont mixés et enchaînés. Mais c'est une phrase quand même, on pourrait dire presque monodique. Il y a très peu de... C'est pas un contrepoint. Les sons s'enchaînent, ou les formes sonores s'enchaînent les unes aux autres. Après, toute l'épaisseur, c'est l'orchestration, c'est le soutien de telle ou telle morphologie, justement pour nourrir tout l'aspect tout l'aspect paramétrique, si on peut dire, des éléments mis en œuvre. Alors, si je commence par le début. Alors, on a ce son, je vais le mettre en solo, d'ailleurs, qu'on entende seul. Voilà, ce premier son, c'est celui du haut, là, donc, qui est un son itératif de rebond, et qui va finalement influencer tout le reste, parce que tout va fonctionner un peu là-dessus. Il a à la fois une itération qui est mobile dans sa rythmique, donc le profil rythmique va en accélérant, et sur un plan harmonique, il est relativement stable au début, puis bon, à la fin, il y a un petit glissando, bon, puis un impact de terminaison, mais celui-là, il ne s'entend pas parce qu'il est relayé par le reste, enfin, il ne va pas servir, si je peux dire. Mais on a donc un pam, 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 bon. Et se glisser à la fin. Donc, pour trouver un enchaînement à ça, il suffit finalement de jouer le même jeu, si on peut dire, sur ce qui va suivre. Sur... alors, je vais entendre. Donc, ce qu'on entend dans la deuxième partie, c'est qu'on continue finalement le glissando. Donc, on prend dans le premier son le caractère, l'aspect glissé de la fin du son, et vous entendez un violon qui monte sa gamme et qui la redescend. En même temps que vous avez quand même une itération qui va faire le lien aussi, une répétition. Derrière, vous avez... Donc qui vient répondre à l'itération du début qui, elle, était en accéléré, celle-là est en ralenti. Sauf que comme ils ne jouent pas tout à fait le même jeu, qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même spectre, évidemment, ce n'est pas ce qu'on va entendre de la façon la plus précise. J'aurais pu reprendre le même son, le mettre à l'envers, et puis on aurait eu pam, 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 et puis dans l'autre sens, pim, pam, 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 avec les mêmes notes, si on peut dire, avec la même couleur. Là, je prends un son itératif. Alors, où est-ce qu'il a celui-là? Je ne sais plus. C'est là-haut, en fait. Ça doit être celui-là. Pardon. Non, ça c'est de l'orchestration. Voilà, c'est lui. Voilà, et il est plus blanc, c'est-à-dire un spectre plus serré, donc ça fait un son plus blanc, alors que le premier est ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la musique concrète, acousmatique, ce que Schaeffer avait défini, c'était quand on reconnaît la hauteur d'un son, c'est-à-dire qu'il est assez simple dans son énoncé spectral, de spectre, on dit un son tonique, ça ne veut pas dire qu'il est plein d'énergie, ça veut dire qu'on entend le ton, la note de son tonique. Et après, il y a les sons nodaux, le nœud. On perçoit un nœud sonore, c'est-à-dire pas une note précise, mais un environ. Et autour, un peu un halo. Les sons cannelés, comme des cannelures, on entend plusieurs notes. Donc c'est une sorte de réseau de hauteur, pas avec un halo un peu autour, mais enfin précis et pas précis à la fois. Et puis plus on avance, donc plus ça s'épaissit. Il y a le son tonique, il y a le groupe tonique, c'est ce qu'on appelle un accord en musique classique.
C'est plusieurs notes superposées dont on distingue bien précisément justement les hauteurs. Ensuite, donc, on a le son cannelé, qui est un accord, si on peut dire, mais avec des halos sonores entre chaque note. Ça devient un peu plus flou, la définition. Ensuite, le son nodal, le groupe nodal. Et puis après, on a ce qu'il appelle le son frange, comme la frange des cheveux, que je n'ai pas, qui est le son, ce qu'on appelle le proche du son blanc. Hein. Le bruit blanc, c'est-à-dire la somme de toutes les fréquences. J'espère que je n'ai pas fait trop boum dans le micro. La somme de toutes les fréquences, de la plus grave à la plus aiguë. Ça fait ça, en fait. Si vous faites, pour ceux qui sont profs de formation musicale, vous pouvez faire chanter à vos élèves l'accord complexe de toutes les notes superposées en leur demandant de le chanter. Ils ne sauront pas, mais vous leur expliquerez que c'est ça, en fait. En faisant... C'est comme si vous mettez la main sur tout le piano entier. Et un peu plus. Donc, on a ici un son plutôt blanc qui fait contraste, effectivement. Alors, pour que ce son blanc soit un petit peu dirigé dans sa hauteur, dans son profil mélodique. Dessous, on rajoute un petit glissando. Hein, là, j'ai mis les deux à la fois, mais le petit glissé. Qui vient finalement orchestrer ce son blanc. Et qui associe au ralenti rythmique un crescendo, un glissando vers l'aigu. Alors là-dessus, on peut beaucoup jouer, parce qu'il y a toujours plein d'ambiguïtés. Quand vous faites entendre à quelqu'un un grincement de porte, si vous demandez aux gens est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend, en général, on a la moitié des réponses dans un sens et la moitié dans l'autre. Parce que, en fait, parfois ça ralentit. Enfin, si vous faites un grincement de porte qui ralentit, le ralentissement est confondu avec le fait que ça monte dans l'aigu. Et en fait, il descend alors qu'il monte ou il descend, on ne sait plus trop. Parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on considère. Est-ce que c'est le spectre total du son? Est-ce que c'est la partie la plus aiguë de ce son? Puisqu'un son épais, il a forcément une partie plus aiguë en haut et une partie plus grave en bas. Et comme ce grincement de porte se ralentit progressivement, on ne sait plus. Et d'ailleurs, ceux qui sont instrumentistes savent qu'il est toujours difficile de faire un décrescendo dans un accélérando ascendant, alors qu'on peut le faire, mais psychologiquement, c'est toujours un peu un casse-tête, quoi. Parce que les instrumentistes, quand ils voient, ils ont tendance à faire comme ça, avec un crescendo au bout. Alors on leur met, nous, exprès, évidemment, pianissimo, enfin décrescendo pianissimo, et c'est une vraie torture pour les instrumentistes. Donc là, déjà, rien que sur ce petit début, on joue sur on va dire, sur des confusions perceptives ou des complexités perceptives qui permettent de plus facilement enchaîner, si on peut dire, parce que chacun peut trouver une raison d'enchaînement là-dedans. Soit c'est à cause du son glissé, soit c'est à cause du son itératif qui se répond, etc., etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui permettent finalement de justifier un enchaînement de ce type. Et puis par-dessous, il y a le violon. Alors vous distinguez les deux sons que j'ai fait entendre avant, que vous n'aviez peut-être pas entendu tout à l'heure, mais il y a le son de violon aussi, évidemment, hein, qui monte et qui descend. Mais on a quand même le son aigu, lui, que j'ai fait entendre tout à l'heure, qui monte jusqu'au maximum. Le son de violon, il monte, mais il redescend. Donc l'oreille peut se fixer sur le son très aigu qui va là-haut, puis on reste perché là-haut, ou alors il va se fixer sur le violon. Donc on a l'orchestration. Alors je montre aussi de l'orchestration, évidemment, en même temps. L'orchestration permet ça, c'est-à-dire que ça permet d'enrichir, on ne reste pas à une seule voix, un son enchaîné à un son, où chacun ne dit que ce qu'il a à dire et rien de plus. Donc là, les sons sont là pour dire ce qu'ils ont à dire, mais il y a de l'orchestration, il y a des choses ajoutées pour les enrichir et pour leur faire dire plus que ce qu'ils peuvent dire tout seuls. Et alors là, derrière, on a ce petit son aigu qui répond très naturellement au glissando aigu qui est ici. Là, on fige, on va dire rythmiquement, vous entendez la petite répétition, parce que ça a pas mal balancé avant, et donc là, on fixe.